Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. D'habitude, un changement de direction dans une banque étant de grosses institutions très prudentes, très sages, très, on va dire, empesées dans leur style, un changement à la direction, ça se prépare à peu près en 1 an ou 2. Oui, on l'annonce d'avance. C'est pas ce qui s'est passé à la Laurentienne. C'est pas ce qui s'est passé, puis je vais paraphraser une de nos collègues. Tu sais, d'habitude, tout le monde s'en fout. Je dis, c'est qui le président de la Banque Royale? Personne ne le sait. Enfin, il y a des gens qui sont dans l'industrie qui le savent, mais évidemment, la Laurentienne, depuis 1 an, là, ça c'est compliqué, évidemment. Puis c'est pas juste une question de banque là, de manière abstraite là, dans des univers de gens riches et célèbres, parce que depuis quelques temps, déjà, tour à tour, la banque a perdu des membres. Ensuite, elle a annoncé qu'elle se mettait à vendre en juin dernier. Finalement, elle a décidé de revenir sur son intention qu'elle n'était plus à vendre. Et là, la semaine dernière, Mario, on en a parlé un peu à l'émission, mais l'espèce de crise là, monumentale qui est induite par la banque elle-même. Là, finalement, on a su un peu les détails là, de l'histoire. C'est la banque qui a fait une mise à jour. Ça a été bâclé. Puis évidemment, ça a amené pratiquement tous les clients à n'avoir plus accès à leur compte. Sur plusieurs jours. Sur la semaine au complet, en fait. On parle de 6 jours là, que ça a duré en tout et partout. Donc, il était évident qu'il fallait que quelque chose change. En plus, il semble y avoir, là, puis je revenais à des dépêches là, des derniers mois, des dernières années, il semblait y avoir de plus en plus de dirigeants de la haute direction de la Laurentienne qui n'étaient pas au siège social physiquement. Qui étaient à Toronto. Mais moi, j'ai des mauvaises langues qui me disent que la semaine passée, quand la crise a pété, là... Ça se gérait à Toronto en anglais alors que ça se passait au Québec en français. Ben c'est ça, là, effectivement. Puis tu sais, j'ai pas réussi à avoir les données précises, Mario, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a au moins 2/3 de l'activité de la Laurentienne qui est au Québec. Là, et c'est probablement sinon plus dans les clients individuels, je pense. C'est ça, exactement. Ça. Mais donc, c'est une affaire au Québec qui touche les Québécois. Puis là, tu sais, je veux dire, encore une fois, il y a la portion abstraite, là, qui est le PDG, c'est quoi son salaire, mais il y a la portion quotidienne, Mario, de tout ça, où effectivement, il y a des gens, la semaine dernière, qui étaient inquiets de ne pas avoir reçu leurs prestations d'assurance-emploi, d'assurance-chômage, de pension de vieillesse, leur paye, des entrepreneurs qui disaient est-ce que je vais pouvoir continuer à opérer? Donc là, ça touche vraiment le quotidien des gens. Et puis ça, une situation mais est-ce que c'était prudent d'avoir, compte tenu de l'importance du Québec pour la banque, d'avoir une PDG? Puis là, je mets même de côté le fait qu'elle habite à Toronto, mais d'avoir une PDG qui parle pas un mot. Qui soit anglophone, mais si elle parle français couramment, mais qui parle pas un mot français. Parle pas un mot, peut pas lire rien, connaît rien en français. Ben, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est comme tu dis, ça s'est pas préparé de longue date. Ça a été un peu joué, là, j'ai l'impression, en quelques heures. Mais grosso modo, le PDG, donc Éric Provost, là, son nom le dit assez clairement, c'est un Québécois. C'est quelqu'un qui était déjà dans l'institution, donc il n'arrive pas là, de Ouagadougou. On dit qu'il est taxé service à la clientèle. Ça tombe bien. C'était son portefeuille, d'ailleurs, là, de relation avec les clients directement. C'est pas le... Par exemple, tu as des organisations, des fois comme celle-là, Mario, surtout quand ça va mal, ils vont placer le directeur des finances ou la directrice des finances. Ça donne un axe très, on va serrer le citron puis essayer de dégager des sous. Là, c'est pas du tout ça. Comme tu le dis, c'est quelqu'un qui est taxé client, c'est quelqu'un qui va être possiblement mieux à parler avec les clients. Il y a déjà une décision de prise. Là, il va leur rembourser tous les frais bancaires du mois de septembre. Annuler les frais effectivement, les frais bancaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre affaire, là, ça, c'est un petit peu plus abstrait, je vais l'avouer, mais il y a quand même aussi un remplacement au niveau de la présidence du conseil d'administration. Puis ça, Mario, dans des grandes institutions financières, c'est quand même important. Là. C'est quelqu'un qui gère. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu... Ouais. Il y a eu parce que normalement, s'il avait changé le PDG, on aurait pu penser que c'est le président du CA. Ça, ouais. Le président du CA a pris le téléphone, il a appelé des membres du CA, il a fait une réunion spéciale. Moi, ça me dit quasiment que c'est dans le CA qu'il y a eu une révolte dans le CA, mais qui part pas du président parce qu'il a sauté lui aussi. Là. Effectivement, Mario. Puis tu sais, c'est quand même, je veux dire, c'est gênant. Là. Moi, si j'étais sur ce CA-là, puis que je voyais, encore une fois, c'est une succession. Là. Puis tu sais, les banques, là, elles aiment ça opérer sur le long terme. Une banque, là, tu sais, la Laurentienne, ça fait... Elle existe depuis 1846. J'allais dire plus de 100 ans. Tu me précises ça, Mario. Et donc, tu sais, de voir qu'en quelques trimestres seulement, les bévues s'accumulent. On envoie des messages un peu bizarres au marché. Tu sais, honnêtement,
je veux dire, je suis pas un grand expert bancaire, Mario, mais des banques qui se mettent à vendre puis qui finalement sont plus à vendre en l'espace de 3 mois, j'ai rarement vu ça. Tu sais, ça sonne un peu amateur. Tu sais, donc je pense qu'il y a effectivement plusieurs membres du conseil d'administration qui ont peut-être fait un putsch, là, tu sais, comme ça se dit, là, puis sorti à la fois le président du conseil et la PDG pour les remplacer par des gens qui étaient peut-être un petit peu plus connectés sur la réalité. Encore une fois, ça reste à voir. Moi, j'ai bien aimé ce monsieur. Je l'ai reçu ce matin à LCN. C'est ce que tu disais, ouais. Puis j'ai trouvé que c'était... j'ai trouvé que c'était quelqu'un de simple. Ouais. On comprend ce qu'il nous dit. Je veux dire, il a l'air de bonne foi. Bon, là, écoute, c'est pas des farces, là, prendre la banque dans l'état actuel. C'est quand on pose la question, avez-vous peur de perdre des clients? Entre toi et moi, Francis, moi, je pose la question. Non, mais moi, je suis bien fin, je pose la question, mais qu'est-ce que tu veux qu'il réponde, là? Dis-moi, c'est quoi la bonne réponse à ça? Avez-vous peur de perdre des clients? Moi, je dirais oui. Oui, mais tu peux pas, dire oui, c'est comme... Fait que, tu sais, faut que tu dises, non, il n'y a pas de raison, on va prendre soin de nos clients, on leur rembourse les frais, mais c'est sûr qu'il a peur de perdre des clients, mais après une pareille semaine... Je vais te dire une chose quand même, Mario, puis tu sais, encore une fois, pour ramener ça sur le terrain des vaches, je veux dire, moi, personnellement, j'ai beau être un économiste, être dans le milieu de la finance, je peux pas vraiment nommer les PDG des banques canadiennes, je peux nommer une personne dans ce milieu-là, c'est Guy Cormier. Puis je lance pas des fleurs à Desjardins, mais je trouve que des fois d'avoir un président d'une institution financière qui est perçu comme quelque chose de complètement abstrait, des milliards, d'avoir quelqu'un qu'on peut reconnaître, que j'ai déjà croisé dans la rue, Guy Cormier, c'est un humain en chair et en os. Fait que peut-être que pour la Laurentienne, d'incarner le leadership, de dire hey, c'est M. Provost, on le connaît. De l'envoyer à LCN puis à TVA puis de le venir sans studio, d'en faire une personnalité, ça pourrait aider la Banque Laurentienne, parce que moi, en ce moment, cette banque-là, je vois juste une espèce de patente, abstraite, qui va mal. Puis moi, si j'avais un prêt à contracter demain matin, c'est la dernière place où j'irais, ce serait la Laurentienne. Puis je dis pas que c'est du mauvais service ou des mauvais taux, je dis juste en termes de Francis Gosselin, là, ma perception, c'est que c'est rien. Non, ils ont toute une job à faire pour rebâtir la perception. Puis une job d'image. Donc, je souhaite bonne chance à M. Provost, mais ça sera le fun de voir s'il devient un de ces people du domaine financier. C'est le procès de Google et c'est un concurrent aujourd'hui qui est venu leur rentrer dedans, profitant du procès. Ben oui, la semaine dernière, Mario, on avait eu la chance, on va dire, d'avoir Apple qui a un peu fait l'apologie de Google. Là. Je sais pas si tu as écouté quelques brides. Ouais. C'était un peu, tu sais, entre Big Tech qui veulent pas se faire accuser de monopole, on soutient. Là, c'était quasiment ça. Puis il disait comment il aimait ça, avoir le moteur de recherche Google dans ses différentes applications chez Apple. Évidemment, aujourd'hui, c'était un ton un peu différent chez Microsoft. Puis, tu sais, je vais dire quand même une chose. Microsoft, tu sais, c'est le concurrent, là, tu sais, à quelque part. Fait que c'était comme pas vraiment surprenant qu'ils viennent dire que ils en avaient contre Google. Évidemment, j'ai pas vu, là, puis j'ai encore une fois lu dans le New York Times, le Wall Street Journal, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Mais, tu sais, essentiellement, c'est comme s'ils accusaient Google de bien faire leur travail. Tu sais, ce que Microsoft a de pratiques monopolistiques. Ouais, mais tu sais, ce que Microsoft, qui a quand même des moyens, là, tu sais, puis pas les moindres, là, c'est une des 4 ou 5 entreprises dont la valorisation boursière a dépassé le $1 trillion. Ils ont un intérêt très particulier dans OpenAI qui fait ChatGPT et tous ces outils-là. Je veux dire, dans une certaine mesure, ils ont des éléments d'avance. Ils contrôlent tout le marché de la collaboration avec Teams puis SharePoint. Là, on pourrait leur renvoyer la balle, là, tu comprends, assez facilement. Tout Microsoft Outlook, toute la suite Outlook dans les bureaux. Et donc, encore une fois, de les entendre venir dire que leur popularité était liée à des pratiques anticoncurrentielles, je sais pas, moi, Mario, comme citoyen. Mais c'est pas le seul moteur de recherche, il y a Alta Vista aussi, non? Et Bing, tu sais. Et je me rappelle à l'époque où ChatGPT est sorti là, de manière populaire, c'était en fin novembre, début décembre l'année dernière, et que donc Microsoft annonçait qu'ils allaient l'intégrer spontanément à Bing et que les gens disaient ça va être le grand retour de Bing. Tu sais, je regardais cet après-midi les parts de marché, c'est passé de 2,4 à 2,6 %, mais tu sais, ça reste utilisé par pratiquement personne. Et donc, encore une fois, là, c'est un procès qui fait intervenir. C'est intéressant parce que ça fait intervenir tous ces grands joueurs de l'univers technologique américain et ça devient un peu... Mais est-ce qu'il pourrait démanteler Google à la fin de ça? Non, ça porte plus sur des pratiques spécifiques. Des pratiques monopolistiques, plus que sur l'entreprise qui est devenue trop grosse. Pas comme Amazon, mettons. Je veux dire, les Américains sont certainement pas contre la grosseur des entreprises. C'est vraiment lié à des pratiques très, très, très spécifiques. Puis justement, Amazon, qui est l'autre
d'autres cas là, que je suis attentivement. Mais tu sais, ça porte sur des affaires comme quand tu es... si Amazon trouve là, avec ses engins de recherche que ton prix est moins cher sur un autre site, ils vont enlever un bouton de ton produit, le Buy It Now là, de la page du produit sur Amazon. Puis apparemment, ça a un effet immédiat et majeur. Tu sais, sur tes ventes. C'est une technique. Tu sais, je veux dire, pour toi et moi, Mario, le bouton Buy It Now, il était-tu là sur ton ampoule que tu as acheté sur Amazon? Probablement que oui, tu sais, mais tout ça est totalement inconscient ou subconscient pour le client, mais apparemment, c'est des pratiques qui peuvent flirter avec des pratiques monopolistiques. Et de même là, avec Google en matière de publicité puis d'installation de son moteur de recherche là, dans différents appareils. Donc, encore une fois, je pense pas qu'on va démanteler qui que ce soit, mais est-ce qu'on pourrait lui dire désormais, il faut que tu offres... Tu fais plus ça. Ou tu offres 3 choix, ou tu l'installes pas d'office. C'est ce qui avait été reproché à Microsoft aussi à l'époque avec Explorer, qui installait avec Windows, de dire il faut que tu laisses d'autres acteurs comme Mozilla, puis je sais pas, Chrome à l'époque, justement, s'installer également. Mais bref, c'est des technicalités plus que du démantèlement d'empire. Là. Et les fonctionnaires américains sont payés cette semaine. Ils sont payés. C'est les fonctionnaires, mais tu sais, je pense que dans le cas, c'est encore une fois un autre spectacle qui est un petit peu triste, celui-là. Mais tu sais, dans le cas spécifiquement de la contrainte budgétaire là, de l'État américain, un des éléments qui est au cœur de tout ça, Mario, c'est la rémunération des militaires. Ouais, les soldats, plus que les fonctionnaires. J'imagine bien que les républicains, la dernière chose qu'ils veulent, tu sais, je veux pas trop faire de stéréotypes, mais tu sais, ils veulent pas que les militaires soient pas payés. Là. Fait que il y a ça. Puis en parallèle, il y avait un autre sujet qui, lui, est laissé sur la glace, c'est le financement du conflit ukrainien. Puis comme tu le sais, l'entente qui a eu lieu samedi à la toute dernière minute, ça allait fermer. Là, la fermeture était prévue dans la nuit de samedi à dimanche et c'est samedi après-midi qu'il y a eu cette entente qui a été convenue. Essentiellement, le président de la Chambre, McCarthy, a fini par plier à rallier des démocrates avec une proposition inversée. Et donc, ça fait en sorte que l'État peut continuer à travailler aux États-Unis, mais pour 45 jours. Donc, essentiellement, on va se retaper la même crisette dans un mois et demi. C'est complètement absurde, là, entre toi et moi, cette manière de toujours repousser. Puis c'était la même chose l'an dernier, là, avec le debt ceiling, qui, lui, était encore plus grave, parce que éventuellement, ça faisait en sorte que le gouvernement n'allait plus payer ses salariés, mais en plus payer les intérêts sur sa dette, ce qui aurait créé une crise financière assez importante. Et donc là, ce qui se passe, Mario, c'est qu'il y a eu une entente samedi, les fonctionnaires sont payés, l'État fédéral peut continuer à s'endetter, essentiellement. Mais par contre, McCarthy, qui est le président républicain de la Chambre, lui, fait face à des challenges, dont un par Gaetz, son nom, Matt Gaetz, qui dit qu'il va tenter de destituer le président McCarthy. Et donc là, Mario, moi, ma question, c'est fine, mettons que ça se fait, mettons qu'il réussit à le destituer, qui va le remplacer? Et là, j'écoutais ce matin dans le New York Times, donc il y a M. McCarthy qui avait fini par être élu après la 15... Il avait acheté des votes à la fin. Après 15 rondes, un peu là, les rondes multiples, comme on connaît pas trop ça au Canada, mais en Europe, c'est souvent le cas, 2-3 rondes. Mais donc, 15 rondes. Et là, le deuxième candidat en importance, lui, est en train de se faire soigner pour le cancer. Et le troisième candidat, qui, à l'époque, là, il y a 1 an et demi, a dit qu'il ne se représenterait pas. Donc là, on arrive dans le bas de la liste. Je sais pas comment un candidat 4e, 5e, 6e va réussir à faire l'unanimité. Et comme Parce que là, il faut rallier les Trumpistes avec les républicains plus traditionnels. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, les républicains ont une marge de manœuvre tellement petite, là, ça se joue à 2-3 têtes additionnelles qu'il faut idéalement... Ils s'entendent pas entre les Trumpistes et les républicains, disons, normaux. Et donc, il faut idéalement aller chercher des soutiens démocrates. Mais là, en allant chercher des soutiens démocrates, t'antagonise les 20 Trumpistes. Fait que c'était un espèce de jeu à somme nulle. Je sais pas comment ça va se régler, mais en tout cas, on va sûrement en reparler avant Noël, Mario. Merci, Francis. Au revoir. À demain. Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça